Christopher Nolan. Vous l'aimez, hein? Ça vous colle une demi-molle quand vous regardez ces films en vous disant « Putain, je suis trop un génie, je regarde du cinéma ultra intelligent et chiadé, moi !» Pas comme tous ces tocards abrutis par leur cinéma Marvel qu'ils ingurgitent à longueur d'année en même temps que leur popcorn et leur soda de gros lard. Et oui, tout ça parce que Christopher Nolan est lui-même considéré comme un génie, justement. L'un des plus grands réalisateurs de notre époque, qui fait du cinéma super complexe, qui invente des concepts hyper tordus que seul un cerveau équivalent à celui d'Einstein pourrait imaginer, un être surhumain en gros. Eh bien nous allons voir ce que moi j'en pense dans cette vidéo, où je vais vous faire un classement de ces films, de ce que je considère comme ses plus mauvais jusqu'à ses meilleurs. J'ai pu voir son tout dernier Oppenheimer, je vais donc pouvoir l'incorporer dedans, comme ça on ne pourra pas dire que le travail n'est pas terminé, hein. Je précise que je n'incorpore pas le film Following, qui pour moi est plus un moyen métrage, et je préfère ne parler que de ces longs métrages. Vous pouvez le regarder néanmoins par curiosité, vous pouvez déjà déceler à l'époque le penchant de Nolan pour la narration non linéaire, technique qui va devenir en quelque sorte sa marque de fabrique dans la suite de sa carrière. Pour tout vous dire, moi je me suis emmerdé et j'ai trouvé sa mini-fable voyeuriste trop brouillonne et confuse, et le minuscule budget de 6 000 $ se fait tout de même ressentir, même si je sais que oui, c'est pas un gage de mauvaise qualité, regarde le projet Blair Witch, gna gna gna. Oui mais bon, ta gueule. On commence donc avec le film que je considère comme le plus mauvais de sa filmographie, Tenet. Alors on sait tous que la retranscription des émotions des acteurs, ça n'est pas le point fort de Nolan. Même s'il travaille le plus souvent avec des acteurs tous très connus, il a du mal à les diriger, surtout dans ses derniers films. Mais dans Tenet, je crois qu'on a le pire du pire de ce côté-là. L'acteur principal du film est John David Washington, le fils de Denzel Washington, qu'on avait pu voir dans... Non mais on s'en fout en fait. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il n'a pas du tout, mais alors pas du tout, le talent de son père. Sans déconner, je crois que je n'ai jamais vu un acteur si peu charismatique, et surtout si peu expressif. Putain, le mec, il n'arrive déjà pas à être expressif avec son visage, mais il n'y arrive pas non plus avec son corps. On dirait un droïde qui se déplace, les bras tout le temps le long du corps, il bouge comme une tourelle, quand il parle c'est toujours la même intonation, on ne sait jamais s'il est content, énervé, malheureux. Mais ils l'ont trouvé où celui-là? Ah bah oui, c'est le fils de Denzel Washington. Ça aide à rentrer dans le cinéma, comme quand vous connaissez l'ouvreuse, hein. Les relations ça aide. Pour tous les autres acteurs du film, c'est à peu près la même chose, il n'y a que Robert Pattinson qui s'en sort bien, mais j'avais peu de doutes concernant la qualité de sa prestation. Je sais que c'est un très bon acteur, malgré tout ce que les débiles peuvent dire sur lui dans les discours de merde. Ouais, mais c'est l'acteur de Twilight, t'es une pédale si tu l'aimes bien, blablabla. Fermez-la et allez voir The Lighthouse, ensuite on en reparlera. Pour le scénario du film, c'est du grand n'importe quoi. Il s'agit de l'avant-dernier film de Nolan. Il a donc dû se dire « Putain, il me faut une idée de scénario qui maintienne mon image de génie que seuls les masters en physique quantique peuvent comprendre. Qu'est-ce que je vais pouvoir inventer ?» Je sais, une histoire de voyage dans le temps, mais plutôt dans le sens où le déroulement du temps est inversé, ce qui fait que tout se déroule à l'envers, même l'air qu'on respire. Du coup, il serait obligé de mettre des masques à oxygène. Non, là ça va trop loin, monsieur Nolan, hein. D'ailleurs, je crois qu'on a perdu la moitié des spectateurs qui sont allés le voir en salle. Ils ont renoncé à essayer de comprendre quoi que ce soit. Je crois qu'il y en a même qui ont renoncé à la vie après être tombés en dépression. Ils se sont dit « Merde, je suis trop con pour comprendre, etc. » Non, vous n'êtes juste pas dans le cerveau de Nolan, qui est parti dans un délire sous exta. Si au moins il y avait un minimum d'âme dans la réalisation, mais non. Comme à son habitude, c'est froid, minimaliste, académique et hyper impersonnel. La partie de Call of Duty à la fin avec l'équipe des Bleus et l'équipe des Rouges, c'est totalement ridicule. Je vais au cinéma pour rêver, voyager, m'évader un peu, et pour apprendre des choses sur l'histoire. Pas pour me faire un nœud au cerveau devant un truc sans âme, avec une mise en scène aussi stimulante qu'un enterrement. Bref, Tenet est pour moi le plus mauvais Nolan. Ensuite vient le film Dunkerque. Alors pour moi, il s'agit de l'œuvre qui m'a franchement fâché avec Nolan, pas forcément à cause du film en lui-même, hein, mais surtout du message qu'il fait passer. En gros, il met totalement de côté tout ce que les Français ont accompli lors de la bataille de Dunkerque. On les mentionne une ou deux fois dans le film, genre les Français tiennent la partie ouest, ils ont perdu le côté est. On doit les voir aller 1 minute dans tout le film, en comptant très large, hein. Et celui qu'on voit le plus est un gros lâche qui a volé un uniforme anglais dans le but de s'enfuir sur un bateau. Merci Christopher Nolan, hein, de l'honneur et de l'hommage que tu fais à nos soldats français, qui ont lutté jusqu'à la mort et se sont sacrifiés pour que tes ancêtres puissent fuir vers leur patrie, que tu mentionnes souvent dans ton film, hein, et qui ont peut-être permis à ce que tes ancêtres te fassent venir au monde, ou en tout cas qui l'ont permis à beaucoup de roast beef. Rien que pour ça, ton film, je lui chie allègrement dessus, sans compter le fait que c'est une grosse purge cinématographiquement parlant. Alors oui, il y a des beaux plans, une belle lumière, une belle photographie, tout cadré au millimètre près, au poil de cul, hein. Sauf que rien ne colle. Déjà, il m'a perdu dès le premier plan, où on découvre un Dunkerque en parfait état, alors que la ville était détruite à 80%. On est peut-être dans les 20% intacts, après tout, on n'en sait rien, hein.
Ça doit être une très grande ville en tout cas, parce qu'ils vont loin, les 20%, on ne voit que ça. Sans compter les volets en PVC sur les façades d'immeubles, quel beau travail de reconstitution. Dès le début, les mecs déambulent en mode no stress dans les rues, ils cherchent des clopes, de l'eau dans les tuyaux d'arrosage, ils veulent faire caca, et d'un seul coup, ils se font tirer dessus. En fait, les Allemands étaient à 50 mètres derrière eux, et les mecs marchaient tranquillement en plein milieu de la rue. Bref, n'importe quoi. La plage, qui à l'époque était un bordel sans nom, avec des véhicules entassés de partout, des armes, des caisses de munitions, des morts, etc. Là, bah non, en fait, la plage elle est nickel, pas un grain de sable ne dépasse de l'autre, les soldats attendent tous en ligne devant la mer. Attendre quoi? On ne sait pas, il n'y a pas un seul bateau à l'horizon, et surtout que le commandant a dit que maintenant, on n'embarque que depuis la jetée. Alors qu'est-ce que vous foutez là? Pour les combats aériens, par contre, il a mis les moyens, le Père Nolan. On voit bien au moins 4 avions. Bon, déjà, il y a celui de Tom Hardy, dont on ne verra presque pas le visage. Apparemment, il n'aime pas sa gueule à Tom Hardy, il le masque dans tous ses films. Bref, il y a son avion à lui, c'est largement suffisant parce que, c'est Tom Hardy, bordel. Attends, un mec capable de flinguer des Stuka à 20 mètres du sol, avec un avion sans carburant, et qui réussit à manœuvrer et se poser tout en douceur sur la plage. C'est bon, t'as besoin de personne d'autre pour gagner la guerre. Surtout que finalement, ils sont pas si nombreux que ça, les avions allemands, Puis on les entend arriver de très loin, Il y a je sais pas combien de scènes où les mecs les entendent et regardent pendant des plombes le ciel. Je sais pas, courez-vous planquer, jetez-vous à l'eau. Vous voyez bien que vous allez vous faire buter là. En ce qui concerne l'interprétation de tout le monde, comme d'habitude avec Nolan, c'est d'une platitude sans nom, voire pire. Là, ils sont quasiment muets, il y a des séquences où ils ne communiquent que par leur regard. C'est tout à fait logique en temps de guerre, oui. Remarque, question logique, dans ce film on repassera, entre l'unique survivant d'un naufrage qui attend sur la poupe d'un bateau qui n'a pas complètement coulé, le mec qui pète un câble et pousse un gamin qui s'éclate la tête par terre. Non mais c'est bon, calme-toi, Jean-Jérôme, c'est juste un gosse quoi. Les explosions juste au bord de la jetée alors qu'il n'y a aucun avion dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Y a un cachalot juste à côté d'eux ou quoi? Bref, monsieur Nolan, arrêtez avec les films de guerre, s'il vous plaît, et laissez ça aux grands, comme Spielberg, Coppola, Kubrick ou Terrence Malick. Ce genre n'est vraiment pas fait pour vous. Ensuite, je pense que je vais me faire détester pour ça, mais on va entamer la trilogie Batman. Oui, je l'avoue, haut et fort, je n'aime aucun film Batman de la trilogie Nolan, parce que le style du réalisateur ne correspond pas du tout à la vision de l'univers du Chevalier Noir que je me fais. On commence donc par le plus mauvais des trois selon moi, c'est le troisième film, The Dark Knight Rises. Qu'est-ce que je me suis fait chier devant ce film! Et je l'ai vu au cinéma, Autant vous dire que j'ai trouvé le temps très long. En fait, y a rien qui va dans ce film. Tout le monde est insupportable, à commencer par Marion Cotillard, qui plombe une bonne partie du film à elle toute seule. Catwoman aussi, même si Anna Hathaway est bien foutue et qu'elle est capable de faire le grand écart sur un mur. Son jeu me donne de l'urticaire, surtout le passage où elle hurle dans le restaurant. Mais ferme ta gueule, putain! Christian Bale est totalement effacé, d'ailleurs on ne voit presque pas Batman, et quand on le voit, c'est nul. Non mais la scène de combat finale, avec un Batman qui se bat en plein jour, la charge totalement ridicule de tous les flics qui se font tirer dessus, et qui ne se font pas toucher, comme par miracle, Bane qui n'a rien à voir avec le perso des comics. Moi, quand je m'imagine Bane, je vois un colosse de 2,50 m, complètement dopé à la substance chimique verte qui s'injecte dans le dos. Là on voit une sorte d'évadé de Mad Max, qui élabore des plans de fou, et qui ne fait que jacter pour qu'au final on nous révèle qu'il n'était qu'un pion utilisé par Marion Cotillard. Génial, très crédible comme méchant. Pour le reste, c'est juste bavard, des dialogues insipides, toujours sur la même intonation, aucune variante, c'est plat, une musique omniprésente, et la mort de Marion Cotillard. C'est nul! Sans oublier qu'il n'y a aucune ambiance, Nolan a voulu donner un côté réaliste à l'univers de Batman, à un tel point qu'il n'y a plus aucune âme. Je rappelle que la ville de Gotham est un personnage à elle toute seule, avec son côté sombre, glauque et poisseux. Dans les comics et les films de Tim Burton, on sent le danger qui guette à chaque coin de rue. Là non, on est dans une ville tout à fait banale, même pas en banlieue, mais dans des quartiers financiers la plupart du temps. C'est froid, vide, la photographie d'une banalité sans nom. Bref, tout respire l'ennui dans ces films. Ensuite, je mets The Dark Knight, juste au-dessus. On rencontre à peu près les mêmes problématiques, sauf qu'il y a un élément qui vient rehausser le tout, c'est l'interprétation magistrale de Heath Ledger en Joker. On ne va pas revenir dessus, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est fantastique dans ce rôle. Il est totalement habité, et il est clairement au-dessus de tout le reste du casting, qui dans ce film est plat, monotone dans son jeu. En un seul mot, chiant. J'ai pas parlé des combats, mais dans les trois films, c'est pareil, ils sont nuls. Nolan ne sait pas filmer des scènes de fight. Rien que la scène du début dans le parking, quand il débarque au milieu des faux Batman, là, et qu'il se bastonne avec les méchants. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Où est la sensation des coups portés? Où est l'agilité de Batman?
On a des petits pif paf pof avec des petits coups de poing, c'est juste ridicule. Même les scènes de baston, Nolan arrive à les rendre chiantes. En fait, pour moi, il n'y a qu'un Batman qui se rapproche vraiment de celui des comics ou même des jeux Arkham, c'est celui de Zack Snyder, interprété par Ben Affleck. J'ai pas honte de le dire, hein, je l'assume, il s'agit pour moi du meilleur Batman. Rien que la scène où il défonce tous les mecs dans l'entrepôt, mais à elle toute seule une baffe à tous les films Batman faits jusqu'à aujourd'hui, on est totalement devant une scène sortie d'un jeu Batman Arkham, en live action. Quel dommage qu'il n'ait pas fait un film Batman entier avec Ben Affleck, bordel. Je mets ensuite Batman Begins au-dessus, parce qu'au final il s'agit pour moi de celui qui respecte le plus l'univers de Batman sur les trois. Gotham ressemble plus à Gotham dans celui-là, avec ses rues sombres et glauques, le métro aérien, et elle fait moins ville lambda déjà, et elle a plus de personnalité. Pour les scènes de baston, c'est autant de la merde par contre, hein. Les dialogues et le scénario aussi. La photographie est peut-être un poil meilleure, mais honnêtement, je me suis emmerdé aussi. Un peu moins peut-être parce qu'on découvrait un tout nouveau Batman, mais bon, c'est pas un film que je prends plaisir à revoir, contrairement au film de Tim Burton ou Zack Snyder. Ensuite, je mets Oppenheimer. Et oui, comme vous voyez, le dernier film de Nolan est très clairement loin d'être son meilleur selon moi. Pourtant, le sujet est très intéressant, je ne dirais pas que je n'ai pas du tout aimé, j'ai appris des choses et je suis toujours content d'apprendre des choses sur l'histoire à travers le cinéma. Le film est apparemment fidèle à la réalité et c'est tout de même passionnant de découvrir la genèse de ce qui détruira probablement l'humanité dans l'avenir. Le problème est que c'est long, mais long. 3 heures de discussion de bureau, d'engueulade et des séquences qui selon moi sont inutiles, comme les amourettes d'Oppenheimer et ses peines de cœur qui ne m'intéressent absolument pas, des dialogues toujours aussi froids, monotones, une mise en scène très académique qui ne m'a fait sauter la braguette à aucun moment. Même la séquence du test de la bombe est très anecdotique, hein. Ils la font péter, ils sont tous contents, et terminé, on repart tout de suite sur des dialogues qui parlent de géopolitique, des interrogatoires à huis clos, dans des placards à balai, les dialogues s'enchaînent hyper vite, c'est pas du tout naturel. En fait, un documentaire sur le sujet fait tout aussi bien le travail. Là, je ne me suis attaché à personne, je me foutais du destin de tout le monde. On ne voit même pas le résultat des largages des bombes sur le Japon. On ne voit même pas le résultat du test. Bordel, ça fait un cratère de 300 mètres de diamètre. On ne le montre même pas pour témoigner du gigantisme d'une telle arme. Alors j'ai aimé voir ce film pour son côté historique, mais voilà. Une seule fois, pas deux, hein. À moins d'avoir l'esprit masochiste, je ne m'infligerai pas un revisionnage de 3 heures d'engueulade de bureau. Si vous décidez de le voir, faites en sorte d'être en pleine forme et d'avoir bien dormi la nuit précédente, hein. Sinon la séance risque fort d'être aussi agréable que de se foutre une pomme de pain dans le cul. Ensuite, je mets Le Prestige. Là, on rentre dans la partie de la filmographie de Nolan que j'apprécie. Le Prestige est clairement un bon film, hein, bien interprété, avec une intrigue très prenante sur fond de rivalité entre deux magiciens qui cherchent à créer les meilleurs tours. Hugh Jackman et Christian Bale sont excellents, on est curieux de découvrir chacune de leurs trouvailles pour arriver à dépasser l'autre, jusqu'à un twist final super bien élaboré qui nous fait remettre en question tout ce qu'on avait vu avant ce moment-là, avec la sensation d'avoir été dupé tout le long. Nolan a donc créé un tour de magie à travers tout son film et a rendu un très bel hommage à la pratique, on sent la passion qu'il a animée derrière tout ça, et il a su nous distiller des petits indices pour nous montrer ce qui était sous nos yeux tout le long sans qu'on ne s'en rende compte. C'est donc un plaisir de revoir le film avec une autre vision une fois la fin révélée, on a l'impression de voir une toute nouvelle lecture, et c'est ça qui pour moi s'apparente à un véritable talent d'artiste. En plus, il y a David Bowie dans le rôle de Tesla dans ce film, rien que cet élément est une bonne justification de l'aimer. Ensuite, je mets Inception. Là, j'avoue que Nolan m'a bluffé avec son scénario. Il a créé un univers et un concept tellement originaux qu'il est impossible de ne pas saluer le génie du metteur en scène pour pondre un truc aussi complexe et chiadé. Alors oui, on retrouve le ton froid, minimaliste et épuré typique de sa réalisation, mais bizarrement, là ça colle parfaitement au propos du film. Il fallait l'inventer quand même, hein. Le concept d'aller dans les rêves, puis dans les rêves des rêves, et dans les rêves des rêves des rêves. On commençait à voir avec ce film l'attrait du réalisateur pour la relativité et le concept du temps qui se déroule plus ou moins rapidement selon la situation des personnages, ce qui donne lieu à un film très original, qui arrive à brouiller les pistes dans une succession de règles complexes qui s'établissent au fur et à mesure, mais qui laisse le tout très lisible et compréhensible, pour peu qu'on ait la capacité de se concentrer un minimum sans surfer sur son portable au bout de 15 minutes. De plus, le casting est excellent, et pour une fois dans la filmographie de Nolan, on s'attache aux personnages qui forment cette petite équipe. Il faut dire qu'il n'y a que des bons acteurs, hein. Enfin non, pas que. Mais on a quand même Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy, le grand Ken Watanabe, putain j'adore cet acteur, la ravissante Ellen Page, ah là là, qu'est-ce qu'elle était jolie la petite Hélène. J'étais amoureux d'elle à l'époque, je rêvais d'elle la nuit et tout, hein. Enfin tout ça c'était bien avant le drame bien entendu. Ce terrible accident qu'il a laissé avec des séquelles physiques irréversibles, oh putain c'est vraiment dégueulasse. Mais bon c'est pas de sa faute la pauvre, hein. Elle l'a pas fait exprès non plus quoi. Bah si elle a fait exprès, parce que c'est la mode en fait. Ah bon? C'est con comme mode. Là où je dirais que j'étais un poil déçu, c'est dans la conception des rêves eux-mêmes. J'aurais imaginé des trucs un peu plus tordus. Là, les seuls trucs bizarres, ce sont des miroirs sur un pont, la ville qui se retourne, ou bien un train qui traverse une rue en plein centre-ville. Rien d'extraordinaire non plus. Si je me mettais à mettre en scène les rêves que moi je fais,
je pense qu'on m'internerait direct pour démence. Mais en dehors de ça, oui, je trouve Inception très bon, et je prends plaisir à le revoir de temps en temps. On va maintenant rentrer dans mon top 3 de la filmographie de Christopher Nolan. Pour le prochain film, j'ai sélectionné Memento, premier film considéré comme vrai long métrage pour le réalisateur. Et quel film! C'est avec celui-là qu'on pouvait déceler tout le potentiel et le génie dont pouvait faire preuve Nolan, avec une mise en scène et un découpage exécuté de façon chirurgicale. Le concept est simple, un homme qui souffre de perte de mémoire à court terme se met en quête de l'assassin de sa femme et doit, pour ne rien oublier, tatouer toutes les informations sur son corps. Chaque journée qui commence est comme un retour à la case départ, et à chaque fois, il doit relire toutes ses notes pour reprendre l'enquête là où elle s'était arrêtée la veille. Le film est donc monté à l'envers, le but étant de remonter à tout ce qui s'est passé avant. Nous avons également un twist final qui nous fait tout comprendre, sauf que là, le concept est tellement bien monté qu'à chaque nouveau visionnage du film, on a l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau. Ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que dans ce film, Nolan y a apporté une atmosphère glauque et lugubre. On n'est pas au niveau d'un Seven, hein, mais on commence à s'en rapprocher avec une pesanteur qui plane tout le long. Guy Pearce est excellent dans le rôle principal, tout comme les autres acteurs avec Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano, dont on ne sait pas si leurs personnages sont dignes de confiance ou non. On peut regretter un léger manque de rythme par moment et le suspense qui n'est pas toujours maintenu, avec une histoire qui a tendance à se perdre, mais il n'empêche que j'aime beaucoup Memento, qui n'a pas la prétention des dernières réalisations de Nolan. Il reste un petit film très bien conçu et très bien réalisé, une œuvre de début de carrière faite avec passion et amour, ça se ressent, et c'est pour ça que ça en fait un excellent film. Vous pensiez que j'allais mettre Interstellar en number 1, hein? Vous êtes tellement prévisible. Eh ben non, Interstellar est mon deuxième film préféré du réalisateur. On retrouve donc dans ce film tout ce qui fait le cinéma nolanien, sa passion pour la physique, la relativité, un scénario complexe, sauf qu'ici, ça fonctionne bien plus que dans tout le reste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de l'émotion dans ce film. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Matthew McConaughey, et que c'est un putain d'acteur. Qui ne se souvient pas de son immense rôle dans Génération Rebelle? L'un des meilleurs de son temps. Oui, il fait partie de mes acteurs préférés, et il délivre une putain de performance. Bordel, c'est le seul film de Nolan qui m'a fait chialer. Et comme il y a de l'émotion, on s'inquiète du sort des personnages, ce qui fait que le suspense fonctionne. Il y a des moments où je me suis cramponné à mon siège comme jamais je ne l'avais fait dans le cinéma de Nolan. La phase sur la planète avec les vagues immenses, mais quelle putain de scène! On s'arrache les ongles quand on a l'idée en tête qu'une heure correspond à 7 années terrestres. On s'inquiète du sort des enfants. Ne me dites pas que vous n'avez rien ressenti quand il chiale devant l'écran en voyant ses enfants vieillir au fur et à mesure des années qui sont passées, ou bien quand il retrouve sa fille à la fin. Je ne vous croirais pas. Et dans ce film, il y a la meilleure séquence de toute la filmographie de Nolan. C'est celle où Cooper doit amarrer la navette au vaisseau parti en rotation suite à une explosion. C'est simple, tout est parfait dans cette séquence, et on le doit entre autres beaucoup à la composition de Hans Zimmer, qui livre ici une de ses meilleures partitions, où il a usé d'orgue, et moi quand j'entends l'orgue, j'ai toujours une demi-molle, c'est comme ça. Je me passe souvent uniquement ce passage qui me colle des frissons, et je mets le morceau qui l'accompagne de Hans Zimmer dans ma voiture à chaque fois que je dois faire un créneau. Bref, Interstellar est probablement le chef-d'œuvre de Christopher Nolan, mais pour autant, ça n'est pas celui-là mon préféré. Alors ça reste purement subjectif, hein, vous allez probablement m'insulter pour ça, mais oui, Insomnia est mon film préféré de Christopher Nolan. Difficile de vraiment expliquer pourquoi, c'est un pur ressenti personnel, hein, mais j'ai été subjugué par ce film du début à la fin, et pour autant, il s'agit du film le moins nolanien de Christopher Nolan. Le moins nolanien parce que d'une, il s'agit d'un remake, on ne peut donc pas dire qu'il en soit réellement l'auteur, mais aussi dans toute sa construction qui au final est un simple thriller, avec une enquête policière basique hein, qui mène d'un point A à un point B, sans voyage temporel, sans flashback et sans aucune complexité. Mais pourtant, ce film m'envoûte totalement de par son ambiance glauque, presque en dehors du temps, en ce lieu où la nuit ne vient jamais. Enfin si, elle finit par venir, hein, mais pas dans la période où se passe le film. Bref, cette œuvre est la preuve que Nolan est tout à fait capable de créer des atmosphères et de réaliser des films qui ont une âme et une véritable personnalité. J'adore probablement ce film aussi pour la simple et bonne raison que je suis un amoureux des paysages sauvages, ces endroits où l'homme n'a pas encore conquis la nature, où l'on se sent tout petit au milieu de son immensité. On retrouve donc dans cet environnement en même temps que le côté glauque une certaine sérénité, loin de la jungle irrespirable des grandes métropoles. Les tout premiers plans du film en sont très représentatifs, avec les images de ces immenses glaciers, ces montagnes, ces forêts désertées de toute vie humaine, et cette immense étendue d'eau au milieu de laquelle apparaît la ville, dans ce magnifique plan accompagné d'une bande originale très mélancolique, qui me fait énormément penser à celle de The Descent. Cette ambiance, qui semble tout droit sortie d'une autre dimension, ne nous quittera jamais pendant tout le film, et elle sera encore plus présente lors de tous les passages où Dormer errera dans les rues désertes, au milieu de la nuit, qui seront éclairées comme en plein jour. D'ailleurs, je ne pense pas que le nom Dormer ait été choisi par hasard. Hein? Vous avez vu? Je vais loin dans mes déductions quand même. Ce qui fait la force de ce film, c'est aussi la présence de ces deux immenses acteurs que sont Al Pacino et Robin Williams. Al Pacino est complètement taillé pour ce rôle de flic, rincé par les années d'enquête, passé à courir après les pires ordures de la Terre. L'acteur arrive parfaitement à nous faire ressentir les effets de la fatigue due à l'insomnie de par les expressions de son visage. Il est appuyé par la mise en scène de Nolan qui use de plein de petites astuces pour nous faire encore plus ressentir cette fatigue,
comme la lumière surexposée, ou ces plans géniaux où le focus de la caméra s'inverse brusquement à chaque bruit qui apparaît brutalement. Je crois que c'est mon rôle préféré de Pacino, celui où il arrive à nous faire toucher du doigt ce à quoi pourrait s'apparenter une véritable descente aux enfers, dont l'issue est inéluctable. Quant à Robin Williams, que dire, à part immense acteur, qui s'aventure sur un terrain sur lequel on est peu habitué à le voir, nous qui l'avons surtout connu pour ses comédies enfantines, il s'en sort admirablement bien, il arrive presque à nous faire ressentir de l'empathie pour son personnage qui est en fait une véritable ordure. Je persiste à dire que sa disparition fut une immense perte pour le 7e art, il avait un immense talent pour tous les genres cinématographiques, et il me manque énormément. Insomnia est un film que je ne me lasse pas de revoir, il a sur moi un effet apaisant que je ne saurais expliquer, il s'agit d'un tout, toute sa construction fait qu'il est l'un de mes films de chevet. Je me le repasse quand j'ai besoin de m'évader ou quand je n'ai pas le moral. Ce voyage dans cette contrée sauvage me fait quelque part du bien, et voir ces deux acteurs réunis dans un face-à-face est un événement tel que ceux qu'on ne retrouvera plus jamais dans le 7e art. C'est pourquoi je classe Insomnia comme étant mon film préféré de Christopher Nolan. Voilà pour ce classement, je rappelle qu'il concerne uniquement mon propre avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce et la partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!